Et ben, c'est parti, donc 20h, 20h06 chez nous. Alors, bonsoir tout le monde, donc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur ce dernier webinaire de l'OCOI, deuxième de l'OCOI et dernier de l'année 2023. On va parler donc ce soir des défis de la cybersécurité en 2024 et nous avons l'honneur et l'opportunité d'avoir trois experts en cybersécurité qui ont répondu présent ce soir. Donc, Monsieur Jamal Saad, je laisserai tout à l'heure le temps de la possibilité de se présenter plus longuement. Voilà, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est mon mentor sur toute la partie cyber et sécurité informatique, protection des données. Et Monsieur Pierre Pifto, plus connu sur le nom de Cyberveille, pour tous ceux qui le suivent sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Et enfin, donc, Romain Verriato, fondateur de Forensoc. Forensoc, donc le sponsor de cette session. Donc, je tenais à remercier les deux experts qui vont partager avec nous ce soir leurs connaissances et compétences, en tout cas sur ce thème, et remercier Romain et Forensoc pour avoir répondu présent pour effectivement sponsoriser cette session. Alors, par sponsor, c'est quelque chose d'énorme pour nous, en tout cas pour voilà, comme on est une jeune association, on vient de démarrer, et donc le sponsor nous fait un don qui nous permet justement d'avoir un peu plus de moyens pour mettre en place les différents, en tout cas avancer sur les différents projets qu'on voudrait mettre en place en 2024. Donc je tenais vraiment à remercier Romain d'avoir répondu présent, et bien sûr remercier Jamal et Pierre. Le sujet, tout simplement parce qu'effectivement, on arrive à la fin de l'année 2023 et on s'est dit, en tout cas, quand j'allais solliciter Jamal, je me suis dit, ouais, est-ce que ça serait bien de parler de ce qui nous attend en 2024 parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses, que ce soit sur la partie réglementation, que ce soit sur la partie cyber pure, donc technique, menaces, etc., mais aussi sur la partie événementielle. Donc, les deux experts, que ce soit Pierre ou Jamal qui ont répondu présent, vont vous partager leurs connaissances. Euh, et, euh, et donc, pareil, comme tout webinaire, vous avez la possibilité d'interagir, notamment poser des questions sur la partie questions-réponses. Je sais qu'il y a la partie conversation qui est là, mais essayez de poser des questions sur la partie QR, normalement vous avez accès, et à tout moment, donc on pourra donc interagir avec nos intervenants. Juste pour concernant l'association, donc là ça a été validé aujourd'hui, je tenais à vous faire part effectivement de la grille tarifaire d'adhésion de notre association. Une grille tarifaire donc, qui tient compte, alors bien sûr ciblée sur la zone océan Indien, mais à nouveau, si vous résidez en Afrique, en métropole, et que vous voulez vous joindre à notre association, c'est tout à fait possible. C'est juste, en tout cas, par rapport à l'océan Indien, on a tenu compte du niveau de vie de chaque, entre guillemets, chaque territoire. Donc, on a effectivement des tarifications différentes selon qu'on soit à La Réunion, à Mayotte, Maurice, Seychelles, Comores, Madagascar, pour tenir compte à nouveau du niveau de vie. Et bien sûr, lorsqu'on est étudiant ou chez Pôle emploi, pareil, on a aussi une tarification qui est adaptée à ces personnes-là. Et on a donc une tarification abordable pour les entreprises qui souhaitent adhérer et soutenir également l'initiative. Donc, vous avez les deux tarifications qui sont là. Donc, l'adhésion est ouverte. Vous pouvez donc faire votre demande par mail à info au pluriel @ocoi.org. Et à partir de là, on rentrera en contact avec vous pour vous donner les éléments. Mais sur le site internet de l'OCOI, vous avez également les modalités d'adhésion avec l'obligation de signer le règlement intérieur, la charte de déontologie. Et à partir de là, vous allez pouvoir adhérer sans problème. Voilà, donc on va lancer la session en donnant la parole dans un premier temps à Romain Verriato, le sponsor donc, de la session. Et ensuite, ça sera Jamal Saad et Pierre qui vont prendre la parole. Romain. Bonjour à tous.
Merci Shafik. Alors moi, je suis expert en investigation numérique. Donc, je suis originaire de La Réunion, mais j'ai fait mes études et j'ai commencé à travailler à Paris. Donc, au début, à l'ANSSI, où j'ai appris le métier de réponse à incident que j'ai effectué par la suite chez Airbus. Donc, ça fait 11 ans que je travaille dans la cybersécurité. Je suis revenu à La Réunion en 2020 pour monter cette entreprise Forensoc. Donc, c'est une entreprise qui développe une solution d'investigation numérique, donc incubée à la Technopole de la région Réunion. Alors, en parallèle de développer cette solution, il y a une phase aussi de vente de services. Donc, j'ai fait de la réponse à incident à la Réunion aussi. Donc, par exemple, intervenir sur des attaques de type ransomware, intervenir sur une attaque en cours avec l'analyse de plusieurs centaines de machines, de la recherche de compromission, du judiciaire. Donc ça a permis aussi d'avoir des éléments pour améliorer la conception de ce logiciel sur lequel maintenant je suis entièrement dédié. Et pour avancer un peu plus là-dessus, en fait, je suis maintenant à Paris, alors pour un incubateur, donc c'est l'incubateur Cyberbooster pour lequel je viens d'être sélectionné. Donc c'est l'incubateur national dédié à la cybersécurité. Et voilà, donc ça va permettre de faire avancer la solution. Et je pourrais, lors d'autres occasions, peut-être entrer un peu plus dans le détail, mais on va parler de veille aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole, Jamal et Pierre. On t'entend pas, Shafik? Merci beaucoup, Romain. Oui, effectivement, on donne la parole à Jamal Saad et à Pierre Pilifto pour se présenter et ensuite derrière lancer cette session. Merci encore, Romain. Merci à toi. Bonjour à vous tous. Donc, Jamal Saad, consultant en cybersécurité. Je ne peux pas dire que je suis expert en cybersécurité parce que les métiers de cybersécurité sont énormes. Je peux dire que j'ai développé une expertise sur tout ce qui est audit, tout ce qui est gouvernance, un peu sur la réglementation aussi, notamment le RGPD. Donc, voilà, j'interviens. J'ai occupé le poste de RSSI dans pas mal d'ambassades et j'interviens donc chez quelques États sur des problématiques spécifiques. Et je dirige une toute petite entreprise aussi, un centre de formation. Donc, je vais commencer tout de suite sur le sujet, le vif du sujet. Je veux commencer par parler sur les défis que ça ne regarde que moi. Hein. Ces défis, c'est ma vision des choses pour 2024 et pour les années à venir. Donc, ça ne regarde que moi, mais ma vision, mon expérience me permettent de dire ce que je pense. Et puis, je parlerai comment on peut répondre à ces défis à travers la gouvernance, la réglementation et l'intelligence économique. Eh bien, écoutez, moi, je pense que le premier défi sur lequel nous devons être dessus et surtout prioriser, c'est le défi humain. Le défi humain avec 3 dimensions. Le premier, la sensibilisation. La sensibilisation, pas seulement des professionnels et des salariés de l'entreprise, la sensibilisation tout azimut des compatriotes, la sensibilisation sur la sécurité du numérique de toute une population. Ça, c'est la première dimension sur le premier défi. La deuxième dimension sur le premier défi, c'est que nous avons besoin des compétences et nous n'avons pas vraiment des très bonnes compétences dans le domaine de la cybersécurité, les divers métiers. Hein. Les divers métiers, on en a pas mal, mais dans tous les métiers, on a encore besoin beaucoup de faire monter cette nouvelle génération en compétences. Ça, c'est la deuxième dimension du premier défi. Et puis, la troisième dimension du premier défi qui est l'homme, c'est, ça rejoint ce qu'il fait Romain, c'est les enquêtes. C'est de pouvoir contribuer ensemble pour relever le défi de sanctionner les cybercriminels. Une approche
multidimensionnel impliquant des efforts nationaux et internationaux pour pouvoir, autant que possible, attribuer l'attaque. Chose qui, jusqu'à ce jour-là, on sait tous, et Romain, il le sait aussi, que ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire, il faut pouvoir lutter d'une manière efficace contre la cybercriminalité. Voilà, ça c'est le premier défi qui est pour moi le prioritaire. C'est de rendre l'homme le maillon fort de la chaîne de la cybersécurité, sensibiliser l'homme, toute personne, parce que nous sommes dans des sociétés totalement digitalisées et il n'y a plus de limite entre le professionnel et le personnel. Deuxième chose, faire monter en compétences parce que on n'a pas assez de compétences. Moi, je cherche des compétences. Parfois, j'ai des jeunes qui me disent on fait, mais en fin de compte, c'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. Donc, mettre en place des formations adaptées, pas seulement des formations certifiantes, des formations longues. Bon, ça commence à venir, hein, mais ce n'est pas encore assez. On a besoin des vraies compétences. Et troisième chose, comme je l'ai dit, c'est les enquêtes au niveau national, au niveau micro, au niveau entreprise et au niveau international, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Je me rappelle, il y a un mois, il y a un groupe de criminels. Le fait que l'entreprise n'a pas cédé au paiement d'un ransomware, eh ben, comme elle avait une obligation de notifier, ils ont déposé une plainte contre elle. Regardez où on est arrivé. Nous sommes arrivés où les cybercriminels, ils déposent une plainte contre eux. Ça, c'est le premier défi sur lequel nous devons être très réactifs. Comme je l'ai dit, c'est ma vision des choses. Peut-être je me trompe. Deuxième défi, et reste pour moi le plus prioritaire après ce premier, c'est la réponse au ransomware. Écoutez, les ransomware et les extorsions font énormément de dégâts. Et on a plein d'exemples. Hein. On a plein d'exemples. C'est-à-dire, les organisations doivent développer une stratégie efficace contre les ransomware. Regardez Travelex. Regardez Travelex, ce qui s'est passé chez Travelex. Le leader mondial de change de devises qui est présent dans le monde entier, dans les aéroports, tout ça. Et là, ils ont fait faillite. Hein. À cause de quoi? À cause d'un ransomware. Regardez JBS. JBS, le leader mondial de tout ce qui est restauration et agroalimentaire. Il est brésilien. Il est partout dans le monde. Hein. Ils ont failli de sombrer. Hein, et ils ont payé leur rançon. D'ailleurs, on a une tendance, c'est on paye les rançons et ça, c'est très mauvais. Parce que Travelex, ils ont payé 2,5 millions d'euros. JBS, ils ont payé 11 millions. Ils ont dit on a payé 11 millions, pourtant le ransomware il était de 22 millions. C'est-à-dire ils ont payé 50%. Et puis, il y a aussi ici, il y a Colonial, une société Colonial Pipeline. Colonial Pipeline. En 2022, elle était touchée par un ransomware et aussi elle a payé le rançon. Mais le plus impactant dans Pipeline, dans Colonial Pipeline, c'est que ça a touché la souveraineté des Américains, des États-Unis. C'est-à-dire là, cybersécurité, souveraineté. Hein. Comment? Eh ben, je vais vous dire comment. En fait, cette société, elle livre les carburants. Elle livre les carburants pour l'Est des États-Unis. Eh ben, ils se sont trouvés sans carburant. Ça a augmenté le prix de litre de carburant et ça a arrêté quelques aéroports et quelques vols. Hein. Ils ont mis des décrets pour que le transport se fait par des camions. C'est-à-dire qu'on a touché à la souveraineté d'un pays. Les ransomware, pour moi, restent parmi les priorités sur lesquelles nous devons répondre et d'une manière beaucoup plus efficace parce que nous ne sommes pas du tout efficaces. Pas du tout. Et comme j'ai dit, et c'est hallucinant, c'est que en fin de compte, nous payons. En fin de compte, nous payons. Il y en a très peu qui communiquent qu'ils ont payé, mais il y en a beaucoup qui payent. Le troisième défi sur lequel je pense aussi nous avons intérêt à regarder et qui est priorisé, hein, je parle par défi priorisé dans mon sens, hein, en mon sens, c'est tout ce qui est cloud.
Les entreprises vont de plus en plus, migrent de plus en plus vers le cloud. La sécurité des données, la sécurité des applications est cruciale. Dans le cloud, il y a beaucoup de risques, à part le risque réglementaire, à part le risque réglementaire, il y a la gestion de risque de tout ce qui est migration vers le cloud. Et ça reste un défi continu. Voilà. Après, les défis que nous attendons aussi, en quatrième position, la souveraineté. La souveraineté, parce que lorsqu'on regarde maintenant, les attaques font de plus en plus mal à une entreprise, à une économie nationale, d'une part, et puis des attaques entre États sont là. D'ailleurs, pour Colonial Pipeline, il y a eu des investigations et peut-être c'était la Russie. Si on regarde, si on va un peu dans le passé, moi-même j'étais impliqué dans une APT chez Aramco en 2012. En 2012. Si on regarde dans le passé, il y a Flamme qui a touché Aramco. Je me rappelle, 30 000 postes, il n'y avait rien. Nous, on est partis comme des experts pour faire une investigation, mais nous n'avons rien compris. Il y a Stuxnet, si vous vous rappelez aussi, bien avant Stuxnet en 2010, et la liste est longue, la liste est longue. Donc là, on voit que ce n'est plus un problème juste de cybersécurité, il y a des attaques étatiques, il y a de l'espionnage économique, l'affaire Echelon, qui date de très longtemps jusqu'à maintenant, fait partie aussi. Donc le défi de répondre aussi à la préservation et de la cybersécurité, de l'économie et de la souveraineté, aussi, c'est un des défis qui est prioritaire à mon sens. Et bien évidemment, les défis sont nombreux. On a énormément d'autres défis à prendre en considération, mais en cinquième priorité, moi, je mets tout ce qui est IoT et tout ce qui est 5G. Pourquoi je parle de tout ce qui est IoT, tout ce qui est 5G? Parce qu'ils sont intimement liés. La 5G, elle est étroitement liée à l'IoT parce que la mise en œuvre de la 5G, déjà, ce sont des équipements réseau de plus en plus distribués et déjà, ils vont contribuer aux échanges entre émetteurs et récepteurs sur les dispositifs IoT. Et nous savons tous que le IoT, il n'y a aucune normalisation. C'est un vecteur d'attaque clair et net. C'est-à-dire, ça va en même temps causer préjudice à la sécurité globale de la 5G. Moi, je les prends ensemble, la 5G et la IoT. Et puis, si je veux m'arrêter au sixième défi, et je le mets à la fin, la vision, elle n'est pas claire, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est de plus en plus utilisée dans les attaques, mais heureusement, on peut aussi renforcer nos défenses avec l'intelligence artificielle. Donc, les attaques basées sur l'intelligence artificielle sont nombreuses et je veux vous dire, et vous le savez autant que moi, que le social engineering, regardez Mitre ou regardez le Cyber Kill Chain, le social engineering reste la première étape d'une préparation d'une attaque. Et je peux vous dire que cette étape, elle est cruciale pour la réussite de l'attaque parce qu'elle ne coûte pas cher, parce qu'on n'est pas sanctionnable, en principe, on n'est pas sanctionnable, et parce qu'autant qu'on récupère, on collecte de l'information, autant qu'on peut trouver des vulnérabilités, un mode opératoire qui fait en sorte que nous réussissons l'objectif visé. Et donc, l'intelligence artificielle va vraiment faire en sorte que tout ce qui est social engineering, quoi qu'il soit le type de social engineering, phishing, spear phishing, deepfake, tout type de manipulation, va faire en sorte qu'on va tomber dans le panneau. Et moi, je connais des experts, vraiment, et des personnes très sensibilisées qui se sont fait avoir. Donc, entre autres, je parle de cette partie de l'intelligence artificielle, sachant que l'intelligence artificielle est beaucoup plus large. En regardant l'intelligence artificielle fort, faible, l'automatisation, la gestion du big data avec la performance et les réponses et les solutions qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle, honnêtement, je n'ai pas assez de vision ni de compétences pour parler de ça, mais je sais qu'il y a deux facettes. Il y a une facette positive pour la personne qui est dans la défensive,
mais il y a une facette négative pour la personne qui est dans l'offensif et qui veut nuire. Donc, je pense, hein, bien sûr, il y a beaucoup d'autres défis, mais je pense que si on voit ces 6 défis et on les priorise, moi je les priorisé de cette manière, mais peut-être je me trompe dans ma priorité, dans la priorisation. Je pense qu'on commence à avoir quand même des réponses sur quelque chose de très vaste, notamment le premier défi. Le premier défi, les réponses sont simples. Maintenant, les réponses sur ces défis, entre autres, donc il y a notre collègue Pierre qui va parler de toutes les réponses techniques, mais entre autres, il y a la gouvernance, il y a la réglementation, et il y a l'intelligence économique, qui sont complémentaires, juste pour rafraîchir la mémoire. La gouvernance dans le contexte de la cybersécurité va se référer à l'ensemble des politiques, à l'ensemble des procédures, à l'ensemble des normes, des structures organisationnelles, des processus de gestion qui sont mis ensemble, en place. Ils vont assurer la protection des actifs et bien évidemment, ils vont être mis en place d'une manière que l'organisation fait le modèle PDCA, elle va définir, elle va mettre en œuvre, elle va surveiller, elle va évaluer la stratégie cyber. Ça, c'est la gouvernance. Une des réponses, c'est dans la gouvernance, je parlerai tout à l'heure, mais c'est pour savoir c'est quoi la gouvernance. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui savent, mais c'est un rafraîchissement de mémoire. La réglementation. La réglementation, en fait, pourquoi la réglementation? Pourquoi on ne reste pas sur la gouvernance? La gouvernance, c'est du volontariat. La réglementation, c'est des exigences. Donc, dans le contexte de la cybersécurité, la réglementation va se référer à l'ensemble des lois, des directives, des exigences réglementaires par des autorités gouvernementales, par des organismes de régulation pour encadrer, pour guider les pratiques liées à la cybersécurité, à la protection des actifs. Mais là, on n'est plus sur du volontariat. Là, on est sur des exigences. Et si on ne répond pas sur ces exigences, il y aura des sanctions. Et bien évidemment, je suis à 100% pour les sanctions. Pourquoi? Parce que si on va rester sur des volontariats, personne ne fera rien. Personne ne fera rien. D'ailleurs, quand on a commencé à monter en maturité en cybersécurité, quand on a commencé à avoir des réglementations matures, à partir du RGPD. Hein. Le RGPD, il y a la réglementation DORA qui va venir. Elle va être. La DORA, en fait, elle touche son champ d'application sur les instituts financiers. Hein. Elle va être en application en janvier 2025. Donc, on a à peu près une année. Et si on regarde DORA aussi, on voit l'intelligence de cette réglementation parce que, avant tout, comme toute réglementation, il parle de la gestion de risques liés au système d'information. Et puis DORA ajoute, tout ça c'est des exigences, hein, on n'est plus sur de la gouvernance, il ajoute la gestion et la classification et la notification des incidents. Donc tout cela exige, entre autres, la mise en place des outils de détection, exige la mise en place des équipes, des CERT, entre autres, pour pouvoir qualifier, pour pouvoir répondre et pour pouvoir minimiser l'impact, surtout sur les instituts financiers. Hein. Rappelons Travelex et ce qui s'est passé chez Travelex. Aussi, DORA, elle va exiger des tests opérationnels. DORA, ça vient de Digital Operational Resilience Act. C'est-à-dire, c'est surtout sur la résilience, hein, sur la partie résilience. Elle va exiger des tests de résilience opérationnelle. Et puis, ce qui est beau avec DORA et ce qui se rejoint avec la philosophie de l'ANSSI, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, c'est qu'il y a un chapitre dans DORA, c'est la gestion de risques des parties tierces, c'est-à-dire de l'écosystème. Et l'ANSSI, quand ils ont développé la méthode EBIOS, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode EBIOS, je leur invite à aller vraiment regarder cette méthode, eh bien, on a pensé périmètre interne et écosystème.
et Dora, il va dans cette partie. Il y a Dora, il y a Nice, Nice 1, Nice 2. Nice 2, Nice 1, il était juste sur quelques secteurs. C'était, si je me rappelle bien, 7 ou 8 secteurs. C'était l'énergie, c'était les banques, l'infrastructure des marchés financiers, c'était le secteur de la santé, c'était la fourniture de services, je pense, comptables, et puis tout ce qui est infranumérique. Mais avec Nice 2, d'ailleurs, avec Nice 1, ils avaient prévu le changement de paradigme. Vous savez, comme toutes les pratiques, peut-être d'ici 3 ans, on va voir que ce que nous faisons aujourd'hui n'est plus adapté. Donc, on change de paradigme. Donc, Nice 2, c'est une adaptation à des nouveaux paradigmes. Et bien sûr, avec des retours d'expérience sur tous les incidents que nous avons eus. Et là, on est sur 18 secteurs d'activité avec Nice 2. Il y a eu pas mal de changements, hein. Il y a eu pas mal de changements, mais les secteurs sont au-delà des 7 secteurs que j'ai cités tout à l'heure, sur les administrations publiques, sur les services postaux, sur les services des déchets, sur la gestion des services TIC, etc., etc. Et là, on voit que la réponse réglementaire ne blague pas. Pourquoi? Parce que dans toutes ces réponses réglementaires, il y a des sanctions. Il y a des sanctions qui peuvent aller très loin. Si nous regardons le RGPD, et j'ai travaillé beaucoup sur le RGPD, honnêtement, autant que cette réglementation, elle est pour protéger les personnes physiques lorsqu'on traite leurs données à caractère personnel, autant qu'elle a rehaussé le niveau de maturité de nos pratiques et de nos mesures qu'on met en place pour adapter nos niveaux de sécurité par rapport aux menaces. Parce que lorsqu'on regarde le RGPD, lorsque je regarde l'article 35 du RGPD, le PIA, le Privacy Impact Assessment, gestion de risque, bien sûr lié aux personnes. Lorsque je regarde l'article 32 du RGPD, sécurité de traitement liée au système d'information, lorsque je regarde l'article 25 du RGPD, Privacy by Design, c'est-à-dire à la phase de la conception, commençons à mettre en place les mesures, eh ben, il a rehaussé. Il a rehaussé vraiment, même si il y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas encore conformes sur le RGPD et qu'ils n'avaient pas vraiment tous les moyens pour répondre à cette conformité RGPD. Mais pour le RGPD, moi, je pense que c'était un coup de maître, plus l'extraterritorialité du RGPD. Et puis, si nous regardons aussi les autres réglementations, la LPM, le RGS et toute réglementation, on voit bien que ça commence par une analyse de risque. Les homologations, ça commence par une analyse de risque. Si on regarde l'IGI 1300, par exemple. Donc, tout cela est basé sur une analyse de risque. Et nous savons autant que vous et moi, nous savons que on ne peut pas mettre de la cybersécurité, de la sécurité, si on n'a pas un processus qui soutient cette sécurité et le niveau dans le contexte et qui est la gestion de risque. Donc, ce sont des réponses réglementaires sur les défis que je viens juste de citer, plus tout ce qui est gouvernance. Ce qui est dans la gouvernance, pour moi, la gouvernance est moins efficace comme réponse. Pourquoi? Parce que ça reste du volontariat. Maintenant, ce qui est bien, de plus en plus, des réglementations exigent, par exemple, une certification. La certification ISO 27001, dans la nouvelle loi de facturation électronique, eh ben pour les États, pour ceux qui vont facturer les États, sur le périmètre facturation électronique, une certification ISO 27001 est exigée. C'est une bonne chose. Mais ça reste quand même dans quelques exigences contractuelles, cette exigence de certification ISO 27001, 22301, 27701, et qui n'est pas suffisante. Moi, j'ai implémenté de la 27001, j'en ai implémenté une centaine. Je suis auditeur de certification 27701 et 27001. 27701, c'est le PIMS, le Privacy Information Management System, et le 27001, le SMSI, le système de management de sécurité de l'information. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est absolument pas suffisant. Donc, on est venu se doper par des réglementations, plus l'intelligence économique. Maintenant, vous dites, Jamal, pourquoi tu parles de l'intelligence économique? Écoutez-moi bien. Dans le contexte de la cybersécurité, nous ne pouvons pas se dépasser de l'intelligence économique. Pourquoi? Parce que l'intelligence économique va nous aider à utiliser l'information stratégique, à prendre de renseignements stratégiques avec des dispositifs qui consistent à créer collectivement des connaissances pour protéger ces actifs et pour s'améliorer continuellement, c'est-à-dire pour protéger les intérêts économiques d'une entreprise et l'intérêt économique d'une société globale et pour influencer son environnement.
voyez? Donc, ça fait partie de l'intelligence économique et indispensable pour moi pour l'analyse des risques. Déjà, pour l'analyse des risques, il est indispensable, entre autres. Donc, qui dit gouvernance, volontariat, normes, bonnes pratiques, réglementation, NIS 1, NIS 2, RGPD, l'acte sur l'intelligence artificielle qui va être, ils sont mis d'accord, hein, au mois de décembre, ils se sont mis d'accord sur cette acte, mais sur cette réglementation, mais elle n'est pas encore mise, mais elle va venir. Il y a la 42001, la norme ISO 42001, ça y est, elle a été publiée il y a une semaine sur le management de l'intelligence artificielle. Vous voyez, gouvernance, réglementation, intelligence économique, c'est un sujet très spécial sur lequel il y a aussi des outils. Il y a une très bonne formation à l'INSJ, à l'ancien INSJ, à l'IHEMI, l'Institut de haute étude du ministère de l'Intérieur, sur lequel j'ai eu la chance de suivre une année de formation là-bas et je peux vous dire aussi, ça va appuyer nos réponses. Et bien sûr, tout ce que j'ai cité maintenant, c'est le contenant. Je veux laisser Pierre parler sur le contenu. Contenant et contenu vont nous aider à relever les défis que j'ai cités tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jamal. Merci beaucoup pour cette présentation très très riche. Et effectivement, on passe le relais à Pierre et on prendra les questions pour Jamal et Pierre à la fin. Mais vous pouvez déjà, dans la partie questions-réponses, poser vos questions, comme ça vous les avez en tête et comme ça on pourra les récupérer. Donc n'hésitez pas. Pierre, on te laisse la parole pour te Ok, il présenter. n'y a pas de souci. Je prends la suite. Je vais donc partager mes slides. Voilà, je présume que c'est à l'écran. Ouais, tout à fait. Donc, bon, ça va être compliqué de reprendre un peu Jamal parce qu'on avait quand même un bon interlocuteur et il nous a appris énormément de choses. Je vais revenir malheureusement sur certains points qui ont été abordés, puisque j'avais déjà mis ça dans mon PPT, dans ma présentation. Donc, je vais donc commencer moi-même par me présenter. Pierre Pivoteau, je suis donc heureux de participer à ce deuxième webinaire de l'ECOI. Je parle de cybersécurité depuis de longues années maintenant, sous le pseudonyme de Cyberveille, comme tu disais, Shafik. Je suis au SSI, officier sécurité et système d'information au ministère des Armées, et accessoirement, je suis membre du CESIN, le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Merci de nous avoir qualifiés, enfin moi en tout cas, de m'avoir qualifié d'expert. C'est un petit peu présomptueux ou prétentieux de ma part de me considérer comme étant un expert, disons simplement que je baigne dedans. Je me considère plus comme quelqu'un de passionné, voire de bien informé. Voilà pour la présentation. Shafik, tu m'avais demandé de parler un petit peu des menaces qui nous guetteraient pour 2024. Alors, bien sûr, ce ne sont que des prédictions. C'est un peu comme la météo, ça a une chance plus ou moins probable d'arriver en fonction de certains facteurs. Et elles ne sont pas forcément limitées à 2024. On va plutôt voir des tendances soit qui vont se confirmer, soit qui vont se dessiner pour 2024 ou dans un futur proche. Mais ce qui est sûr, c'est que 2024 sera une année très mouvementée en termes de cybersécurité. Alors je sais, dans 30 minutes à peu près, c'est le temps qui m'est imparti, vous allez me dire, oui, mais il n'a pas parlé de ça, c'était super important et tout. Oui, il y a de nombreux domaines à explorer, mais en 30 minutes, ce n'est pas jouable. Donc j'ai dégagé certains thèmes, certaines thématiques que je vais aborder donc de la manière suivante. Je vais parler un petit peu d'infogérance sur ce qui nous attend dans quelques temps. Bien sûr, il faut qu'on parle de l'intelligence artificielle, la supply chain, puisque Jamal en a parlé tout à l'heure. Les ransomware, ça c'est quand même un incontournable. Parler un petit peu d'activisme. Et puis les deux derniers points, je vais être un petit peu plus bref dessus parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très avancées. C'est le chiffrement post-quantique. Ce que j'appelais les signaux faibles. Mais bon, j'en parlerai à la fin de la séance. Commençons déjà par l'infogérance. Bon, là, je n'ai pas pris de risque. Il y a peu de chances de me tromper. Ce sont des événements qui vont arriver. Le premier, ça va être dès le mois de mars. Vladimir Poutine donc, va briguer va être candidat pour son 5e mandat électoral.
Derrière ça, donc, on ne manquera pas de voir certainement les Ukrainiens venir se joindre à la fête pour perturber un petit peu tout ça. On va avoir au mois de juin les élections au Parlement européen, puisqu'il y a quand même 720 membres à renouveler. Et là, nous serons sous les feux de la rampe, Paris, les JO. Alors là, c'est sûr qu'on va être attaqué de toutes parts, de manière, j'espère, que cybernétique. Mais je crains pas l'attaque en elle-même, je crains plutôt les conséquences. Bloquer une billetterie, bloquer la survente de billets, bloquer des transports et attendez que ça se passe. Et là, on aura un effet de masse, comme ça s'est passé en Géorgie, comme ça s'est passé au Stade de France tout récemment. Et c'est cette conséquence qui, à mon avis, sera grave. Alors, la danse a déjà commencé, puisque récemment, il y a une campagne de désinformation qui a été découverte en Azerbaïdjan, qui est là pour discréditer la capacité de la capitale à accueillir l'événement. On va enchaîner ou terminer l'année, puisque ça passera au mois de novembre, avec les élections présidentielles américaines. On se souvient que sur les présidentielles précédentes, il y a eu une infogérance russe. Je parle de ces 4 événements, mais sans oublier qu'il y aura aussi d'autres événements qui vont venir jouer un petit peu dans la balance, notamment d'autres élections, celle de Taïwan, la Corée du Sud, l'Inde ou encore l'Indonésie. Et tous ces événements d'infogérance vont générer forcément des fake news. Donc ça va être pour la partie visible, mais pour la partie moins visible, on aura du cyberespionnage. Alors, quand on parle de cyberespionnage ou d'infogérance ou toutes ces choses-là, on fait surtout référence à nos 4 grands méchants, hein, un peu habitués. Nous avons la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran. Je vais vous brosser un petit peu le tableau des 4 mousquetaires, là. La Chine, ce sont des gens qui opèrent avec discrétion, qui utilisent des techniques qui sont sophistiquées, telles que l'exploitation de failles 0D, par exemple, ou la compromission de la chaîne d'approvisionnement. Au Japon, tout récemment, le groupe d'attaque chinois BlackTech a modifié le firmware des routeurs pour pouvoir l'exploiter, et ce, sans aucune détection. Parallèlement, la Chine, c'est pas une nouveauté, hein, ça existe depuis quand même un petit moment, développe une force militaire et civile pour des opérations cybernétiques. Ça reprendrait un peu notre concept de réserve cybercitoyenne que nous avons donc en France, avec un niveau quand même un peu plus poussé, et ils sont là pour renforcer le gouvernement. La Russie, une propagande de la désinformation qui est vraiment poussée à l'extrême, mais qui surtout est pilotée au sommet de l'État. Sommet de l'État, ça veut dire aussi avec une grosse mainmise des services de renseignement à l'intérieur. Le cyberespionnage, c'est une tactique habituelle comme arme de guerre russe. C'est quelque chose qu'ils utilisent très régulièrement. Par exemple, on a eu le malware Snake, là en courant d'année, qui a espionné quand même plus de 50 pays à travers le monde. La Russie, elle était affaiblie par les sanctions internationales et du coup, elle a un manque de techniciens, un manque de techniques, un manque de culture, de savoir-faire, etc. Et je pense qu'ils vont faire comme les Chinois, ils vont juste aller voler. On va assister à un vol accru de propriété intellectuelle. Voilà pour les Russes. Parlons un petit peu de la Corée du Nord. Alors vraiment un tout petit peu de la Corée du Nord parce que c'est quand même quelque chose qui est très opaque. En source ouverte, on trouve assez peu de choses. Bien sûr, nous, au ministère des Armées, nous avons des dossiers plus compétents, plus concis là-dessus, mais bien sûr, je ne pourrais pas en parler ici. La Corée du Nord, elle consacrerait la moitié du budget de la défense aux cyberopérations. Il semblerait qu'elle vise surtout le vol de crypto-monnaies pour financer son armement et son propre programme nucléaire. L'Iran, le dernier, on entend souvent parler d'eux. Alors, l'Iran, pour moi, cherche plutôt à se faire une place entre Israël et l'Arabie Saoudite. On voit des alliances. Il y a eu une alliance là avec la Russie pour une défense mutuelle. C'est quelque chose qui est passé au Parlement iranien le 18 décembre, il me semble, donc il y a quelques jours. Il y aurait une possible alliance avec les Libanais et les Palestiniens pour des opérations de cyberespionnage. Et l'Iran est assez opportuniste en cas d'opération de fuite de données, de vol de données, de leak ou de destruction. Elle ne va pas hésiter à venir à prêter main forte aux copains.
Voilà un peu le profil de nos quatre grands méchants. L'IA, bien sûr, hein, depuis le temps qu'on en parle. Euh, Je vous entends. alors, le Super. drame, oui. Ok, non, c'est bon, parce que vous avez coupé. Non, non. Alors, le drame, bon, on espère qu'il n'arrivera pas quand même, hein, mais ça va, depuis l'avènement de ChatGPT en novembre 2002, on entend parler que d'IA. Et comme tu l'as dit, Jamal, on confond beaucoup le LLM, hein, les modèles de langage, on confond le deep learning, on confond l'intelligence artificielle en elle-même. Voilà, il y a un gros mélange de tout ça, mais enfin, c'est un peu le buzzword du moment, c'est quelque chose qui est vendeur, donc si on parle d'IA, en général, voilà, c'est un truc qui marche bien. Mais ça va inévitablement engendrer des vulnérabilités ou des menaces. Donc, je vais vous parler dans un premier temps de quelques vulnérabilités que j'estime être importantes ou intéressantes. On va commencer par les vulnérabilités. Pour moi, l'utilisation accrue des assistants qui intègrent de l'IA sont dangereux parce que on les utilise directement au sein de l'entreprise. Donc, ça va fragiliser la sécurité, la confidentialité de l'entreprise. On utilise déjà l'IA générative auquel on soumet des données de l'entreprise, des données sensibles, des données confidentielles pour lui poser des questions. Vous prenez des sociétés comme Apple, JP Morgan, Samsung, qui ont interdit les IA génératives à leurs développeurs. De plus, quand on parle de développeurs, qui dit nouveau code dit probablement nouvelle faille. Est-ce que la génération automatique de code sera sans garantie, sera garantie sans faille? Il y aura, en fonction de la programmation de l'IA, la possibilité d'injection, de backdoor, donc de portes dérobées. En termes de vulnérabilité, maintenant la CVE, donc la criticité d'une vulnérabilité, ne suffit plus. On va l'associer à la probabilité que cette vulnérabilité soit opérationnelle et un impact. Et là, on est sur de la recherche de rentabilité. Et enfin, un ciblage probable des SI qui sont non contrôlés. Donc là, on parle d'IoT, tu en as parlé toi, Jamal, et là, je vais tout à fait dans ton sens. Hein, des équipements personnels non contrôlés, ce seront des sources de vulnérabilité, puisqu'on intègre de l'IA là-dedans à tout va. Dans les impacts négatifs, eh bien, voilà, il va falloir composer avec l'amélioration des attaques, hein, utilisation croissante de l'intelligence artificielle générative par les acteurs malveillants pour améliorer les attaques. On assiste déjà à un certain type de malware, de virus, qui peuvent maintenant contourner les sandbox, hein, sortir des bacs à sable ou contourner les EDR. Donc, amélioration de l'attaque. La deuxième impact négatif qui est très médiatique, celui-là, c'est celui des deepfakes. Les deepfakes non seulement visuels, mais sonores. En mois de juin de cette année, il y a eu plusieurs vidéos qui ont été diffusées sur la télévision, mais aussi à la radio russe, avec un faux discours de Poutine qui appelait à la mobilisation générale et l'évacuation des citoyens russes dans les zones frontalières avec l'Ukraine. Les deepfakes seront de plus en plus difficiles à détecter avec des moyens traditionnels, de plus en plus sophistiqués. Et ça va, comme autre aspect négatif, le phishing. Le phishing, c'est quelque chose qui marche et qui va marcher. Je reviendrai un petit peu sur le phishing dans la partie ransomware, mais ils vont être eux aussi de plus en plus sophistiqués, difficiles à détecter avec les moyens traditionnels. Le phishing, on a vu là arriver pas une nouvelle attaque, mais une nouvelle variante de vecteur d'attaque avec le quishing, hein, l'attaque par QR code, mais tout comme il y a eu le smishing, hein, par SMS, le phishing par la voix. Le quishing, alors j'ai vu pas mal de choses passer sur LinkedIn notamment, on disait attention, si on flash un QR code, c'est super dangereux. Non. Non, c'est pas dangereux de flasher un QR code. La seule chose que va faire votre téléphone, c'est qu'il va interpréter les carrés noir et blanc et vous dire ce qu'il y a écrit dessus. Le danger, c'est d'aller cliquer sur le lien qui
qui sera à l'intérieur. Et en plus, pour masquer encore, on ne va plus mettre d'URL complète, on va mettre les tiny URL, quelque chose de raccourci, sur lequel vous serez incapable de savoir où vous allez atterrir lorsque vous allez cliquer. Donc le fait de scanner le QR code n'est pas dangereux, le fait de l'ouvrir et d'aller cliquer, comme tout lien de phishing, de smishing, de phishing, de tout ce qu'on veut, oui, là, le danger est là. Le phishing, il va exister, on parle maintenant de phishing as a service, donc ce sont des kits vendus, clés en main, ça s'appelle des scamas, et voilà, il suffit juste de le payer et puis et de s'en servir. Un autre impact négatif, ça va être, c'est qu'on ne peut plus se fier à ses oreilles, l'usurpation d'identité. On parle de fraude au président, hein, le FOVIL et la fraude aux faux ordres de virement. Il y a eu l'histoire d'un dirigeant, c'était cette année, d'un dirigeant britannique qui, lui, travaille dans le secteur de l'énergie et qui reçoit un appel téléphonique du dirigeant de sa maison mère, qui est située en Allemagne, et qui lui demande urgemment de virer 220 000 € sur un compte bancaire d'un sous-traitant en Hongrie, sous peine d'avoir de gros problèmes au niveau de l'entreprise. Donc la personne va s'exécuter parce qu'elle a reconnu la voix de son homologue allemand, son accent et même son intonation. La voix a été totalement copiée, clonée et utilisée. Je vous donne encore 2 exemples. Il y en a un donc qui a été très médiatique parce que Nathalie Granier en a parlé dans le premier webinaire la semaine dernière sur les biais cognitifs. Et du coup, je l'ai repris parce qu'il est quand même très parlant. Cette mère qui a entendu sa fille de 15 ans qui était kidnappée, elle a entendu pleurer au téléphone et donc la voix de cet enfant était clonée, était réutilisée. C'est à peu près ce qui est arrivé à une famille canadienne donc en début d'année 2023 où un faux avocat va téléphoner aux parents pour leur dire, voilà, votre fils vient d'avoir un accident, il a tué un diplomate américain et du coup, il est en prison. Donc, je vais avoir besoin de 15 000 $ pour les frais de justice et je vous passe votre fils. Et la voix de l'enfant, donc en fait du conducteur, est clonée, réutilisée, puisqu'on voilà, on peut faire parler la voix. Donc, c'est quand même quelque chose de très compliqué à détecter. Et beaucoup de gens, hein, comme tu le dis Jamal, vont tomber dans le panneau, y compris des gens aguerris. Les sortes de techniques avancées, alors sur les téléphones portables, c'est un peu une première, puisque Kaspersky, par exemple, a découvert assez récemment quelque chose qu'ils ont appelé l'opération triangulation. Ce sont des attaques longues, des APT. Alors les APT, on est plutôt habitué à les trouver sur un système d'information, sur les ordinateurs, mais là, on les a trouvés sur des téléphones portables. Alors ça vise a priori Apple, puisque les terminaux sont plutôt sous iOS. Et je lisais un article qui est tombé ce matin à ce sujet. Ils ont découvert que le triangulation, en fait, il existe depuis 2019. Donc ça fait quand même 4 ans que ce truc-là est en vigueur. Sans être détecté. Alors du coup, Kaspersky a alerté le gouvernement russe, qui a alerté les services de renseignement russes, qui ont dans la foulée accusé la NSA d'avoir mis des backdoors chez Apple. Bon, attendons de voir un peu ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà un impact négatif de l'IA en termes de développement d'attaque ou de techniques d'attaque. Et enfin, dans les impacts négatifs, on voit des nouveaux variants, hein, des nouveaux malwares arriver, avec des malwares autonomes, des malwares intelligents, qui n'ont plus de besoin pour communiquer avec leur C2, hein, leur command and control, et du coup, qui vont pouvoir se débrouiller tout seuls dans leur environnement. Ils vont pouvoir exécuter d'eux-mêmes un certain nombre de réponses ou explorer un certain nombre de vulnérabilités au fur et à mesure qu'ils vont les découvrir, voilà, en les développant de cette manière. Alors, c'est le cas de virus qui se mettaient, c'était déjà le cas de virus qui se mettaient en sommeil lorsqu'on les exécutait sur une machine virtuelle. Donc, la technique en elle-même, ou le principe en lui-même n'a pas changé, il a juste été largement adapté et par l'intelligence artificielle. On va trouver, en termes de malware, on va trouver les infostealers, hein, c'est quand même la grosse mode du moment. Donc des logiciels qui sont là pour piquer un maximum d'informations dans votre ordinateur, dans votre téléphone, etc. De ce côté-là, on assiste quand même à une professionnalisation plutôt du côté russophone. Voilà, c'est un peu
un truc qu'ils savent faire. Donc l'infostealer, on est plutôt côté russe. Le malware as a service, de la même manière, hein, c'est quelque chose qui est devenu une entreprise commerciale. On va surtout chercher de la rentabilité et exploiter plus efficacement. On va automatiser les attaques et on va exploiter les vulnérabilités plus facilement. On parlait tout récemment d'exploitation de vulnérabilités par l'agence artificielle avec l'attaque par canal auxiliaire. Une agence artificielle qui est capable d'écouter les bruits du clavier pour savoir ce que vous tapez, donc qui sera en mesure d'écouter les mots de passe que vous tapez. Et ce langage, cet algorithme d'apprentissage, porte le nom de CoATNet. Ce sont donc des chercheurs britanniques qui l'ont mis en place. Mais ce n'est pas vraiment nouveau, parce que en fait, dès 2005, des chercheurs américains avaient déjà mis cette chose en évidence. Et en 2021, il y a 2 étudiants, 2 doctorants suisses qui, eux, ont fait l'expérience et l'ont démontré. Ils ont intercepté le son du clavier, enfin des claviers, quel que soit leur type, jusqu'à 20 mètres, ce qui est quand même énorme. Et le top, c'est qu'ils ont réussi quand même à le faire, y compris sur des ordinateurs portables. La technique, elle existe en fait depuis encore un peu plus longtemps, puisque là, ce sont du coup des Israéliens qui le faisaient, mais qui du coup n'écoutaient pas le bruit, mais la signature électromagnétique des touches du clavier. Heureusement, en contrepartie de l'impact négatif, on aura quand même quelques impacts positifs. L'IA va aussi aider la défense, à se défendre. Là, dans le petit encadré, je marquais le phishing, cette IA capable de repérer les arnaques en ligne en quelques secondes. En fait, c'est Bitdefender, le fournisseur d'antivirus, qui a mis ça au point. C'est arrivé, pareil, mi-décembre, avec quelque chose qui est en ligne, qui s'appelle Scamio, et qui permet, en principe, de repérer les attaques de phishing. Grâce à l'IA, on va avoir une capacité d'apprentissage automatique, de surveillance intelligente des réseaux, l'identification des menaces et surtout la possibilité de générer des processus de sécurité ciblés. Grâce à l'apprentissage automatique, on va surtout repérer des comportements qui sont anormaux. Grâce à l'IA, donc on va pouvoir gérer les vulnérabilités de manière beaucoup plus facile, de faire presque une analyse de risque adaptée à l'environnement, à la menace, à la cible. On va trouver des simulateurs de plus en plus immersifs, performants. On va pouvoir faire de la planification et donc prévenir les attaques. En urbanisme, par exemple, on modélise des villes, des quartiers, etc. Et ça permet lorsqu'on veut inverser le sens de circulation, de tester les feux, de faire une nouvelle voirie. Et là, dans le courant de l'année, ils ont modélisé des pays au complet. Et ils voulaient faire le test sur Israël et Palestine pour voir si à un moment donné, en bougeant tel et tel facteur, on pourrait peut-être, pourquoi pas, résoudre le conflit israélo-palestinien. Bon, tout ça, c'était largement remis en question à partir du 7 octobre. Mais voilà, l'idée est là d'une intelligence artificielle qui est là pour nous aider. Les entreprises ont des jumeaux numériques de leur système d'information sur lesquels on va pouvoir tester et avoir un plus large spectre des risques et créer des parades adaptées. Au ministère des Armées ou dans la défense en général, pareil, nous sommes confrontés, nous aussi, à une infobésité. Et là, l'IA va venir avec des programmes qu'on appelle Artemis, qui est un programme national et dont une déclinaison existe au ministère des Armées. Et elle est là, effectivement, pour aider à optimiser le traitement des données liées à un ensemble de capteurs. Avec l'ancienne loi de progression militaire 2019-2025, il y a à peu près 100 millions d'euros par an qui sont consacrés à ce type de recherche. Je vais parler d'un autre sujet, la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est quand même le risque majeur de la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement, c'est d'avoir des conséquences potentiellement graves, puisque le but de ce type d'attaque, c'est d'attaquer les plus petits, les petites entreprises, celles qui sont moins bien protégées, les fournisseurs, pour pouvoir attaquer quelque chose de plus gros. Une attaque spectaculaire, c'est SolarWinds fin 2020. Ça touche quand même 18 000 clients
dans le secteur public et privé qui utilisent des produits SolarWinds Orion exactement, et ça touche beaucoup de grosses administrations américaines ou de grosses entreprises par une attaque de la supply chain. On va avoir une évolution des modèles Zero Trust. Alors le Zero Trust, hein, c'est ne pas faire confiance d'emblée, ça va être une réponse à la recrudescence des cyberattaques, notamment celles qui sont perpétrées par les États-nations. Cela va impliquer d'avoir une vérification plus rigoureuse de chaque personne qui cherche à intercepter, enfin à entrer en contact avec un système d'information de l'intérieur ou de l'extérieur. Un Zero Trust, c'est trois principes, hein. C'est accorder aux utilisateurs et aux systèmes d'information les droits minimums, c'est ne jamais faire confiance par défaut, et vérifier systématiquement, monitorer tout ce qui se balade. D'ailleurs, ça apparaît dans NIST 2, la notion de Zero Trust. Hein. Jamal, tu me confirmeras si j'ai dit une bêtise, mais je crois que c'est bien dans NIST 2. Hop, ça, j'avais oublié d'envoyer la petite slide. Et enfin, il va falloir, mais tu en as parlé aussi, c'est anticiper les nouveaux cadres juridiques, anticiper des nouveaux protocoles, hein, de sécurité, et en fait, se mettre à niveau, se tenir prêt. La star, le ransomware. Alors ransomware, donc le logiciel qui va arriver sur votre ordinateur pour le verrouiller et vous demander une rançon. En 2023, c'est à peu près 83% d'augmentation du nombre de victimes, alors de victimes déclarées, et ça représente à peu près 80% de victimes sont des PME et des TPE-PME. On pense que l'écosystème ransomware double chaque année. Alors, il y a une petite inflexion, on verra si ça va se confirmer ou pas. De plus en plus, ce sont des organisations qui sont cotées en bourse qui vont être visées parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est à la recherche de rentabilité. Et plutôt que d'utiliser donc de viser des petites structures ou des gens qui ne rapportent pas forcément beaucoup, eh bien, on va taper là où il y a de l'argent, dans les porte-monnaies. Alors, l'utilisation de ransomware comme un service, hein, ransomware as a service, c'est devenu vraiment une industrie qui va s'appuyer sur des plateformes, des forums d'affiliés, avec ce qu'on appelle des IAB, les Initial Access Brokers, des gens qui sont là pour alimenter la filière en point d'entrée dans les entreprises. IAB, donc IAB à La Réunion, ça fait YAB, ok, mais ça n'a strictement rien à voir, donc seuls les gens de La Réunion comprendront. L'une des particularités qu'on commence à voir sur ransomware, c'est le fait qu'il soit personnalisable. En fait, vous allez acheter des kits clés en main que vous allez pouvoir modifier et conditionner à votre guise. Le ransomware Killin, dont on a parlé à la fin de cette année, il est capable maintenant de chiffrer les serveurs sur des machines virtuelles. Il s'attaque essentiellement aux machines virtuelles qui sont sur Linux. Les gros méchants qui dénoncent les petits méchants. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, mais Jamal en a parlé tout à l'heure, et ça m'a fait un peu rire en fait. Eh bien, la personne qui va lancer un ransomware ne va pas forcément attaquer sa cible, mais va attaquer l'entreprise sur laquelle vous avez peut-être un compte. Et ils vont contacter l'entreprise en disant puisque vous n'avez pas respecté le RGPD vis-à-vis de vos clients ou telle réglementation, eh bien, vous avez le choix. Soit vous vous mettez en conformité, soit on va vous dénoncer, donc vous êtes obligé de payer, sans quoi on vous balance. Donc, en fait, c'est plutôt sympa parce que ça permet d'avoir quand même un audit assez facile de son parc. Mais voilà, c'est quelque chose de tout nouveau. Ouais, fallait y penser, quoi. Les fake updates. Lorsque vous êtes en train de naviguer, vous allez retrouver maintenant un pop-up qui va vous dire votre navigateur n'est pas à jour, votre OS ou quoi que ce soit. Faites la mise à jour si vous voulez un affichage plus complet, de nouvelles options. Et ça va vous router soit sur des ransomware, alors pas uniquement des ransomware, ce sera des malwares en général, mais le ransomware a utilisé aussi ça comme vecteur d'approche. On se retrouve maintenant avec moins de mail one-shot.
lorsque on recevait des ransomware, la plupart du temps, ils arrivent, enfin, souvent, ils arrivent par une injection d'un mail malveillant. Hein. Et enfin, il commence à avoir moins de mails sur lesquels il y a juste un lien à cliquer, parce que là, maintenant, les gens commencent à être un petit peu habitués. Et il y a plusieurs techniques. Il y a celui de la pièce jointe oubliée. La personne vous écrit en vous demandant de remplir un formulaire, parce que c'est une entreprise, une mairie, peu importe, mais ne met rien dans le mail, avec aucun lien de sortie ou quoi que ce soit. Donc, il compte un petit peu sur le réflexe des gens de recontacter l'émetteur en leur disant, OK, j'ai pas la pièce jointe. Donc, quand le mail reviendra, du coup, la pièce, elle, sera piégée. Il y a aussi, en fait, il y a la mise en place d'un climat de confiance qui va s'établir, et le lien de phishing peut arriver uniquement dans le deuxième, voire le troisième mail lorsqu'il va attaquer. Dans les ransomware, on voit que le marché est quand même dominé par des groupes comme Logbit, 8base, Ragroup, Hive. Vous voyez là une petite capture d'écran. Je vous ai mis juste les attaques qu'il y a eu le 25 et le 26, donc pour Noël et hier. Et alors, je ne sais pas si on le voit très bien sur l'écran, mais par exemple, on voit que c'est Logbit qui est très très actif, qui quand même cible assez régulièrement la France. Voilà, c'est ce type de groupe auquel on va avoir encore affaire, à mon avis, en 2024, parce qu'ils se sont restructurés, bien hiérarchisés. Hive a été bien attaqué en 2023, et pourtant, voilà, il est toujours d'actualité. On a peut-être une petite baisse d'activité momentanée de Royal et de Play. Alors, Royal, on n'entend plus beaucoup parler. Play, on entend juste moins parler. Là, tout récemment, sa dernière attaque date du 20 décembre, il me semble. Donc voilà, on va voir ce genre de choses. Et puis surtout, on va avoir une alliance entre les groupes et des échanges de compétences. En fait, on va voir des ransomware qui vont arriver pour masquer une attaque, pour effacer les traces. C'est rajouter de l'essence et tout faire brûler pour effacer les traces. Donc moi, j'arrive, je pirate quelque chose, j'ai besoin d'une exfiltration de données, je ne veux pas être repéré, je m'associe à un groupe de ransomware qui tient la route et je dis, OK, ben maintenant tu me chiffres tout ça. Et même si on demande une rançon, enfin peu importe, le but est de ne pas rendre la donnée accessible. Donc on va voir voilà, ce genre de tendance se développer. Je vais passer à un autre sujet qui est l'activisme. Alors l'activisme, on va continuer à retrouver les mêmes vecteurs d'attaque. Hein. Ça va être du déni de service distribué, du DDoS, ça va être de la fuite de données, ça va être de la défiguration. Ça n'a pas forcément un impact très important techniquement, mais par contre c'est très médiatique. Il y a des groupes très actifs comme Killnet, qui est russe, Anonymous Soudan. Alors Anonymous Soudan, il faut se méfier un petit peu parce qu'on le soupçonne de ne pas être un groupe à part entière, mais d'être une filiale d'un groupe, très probablement Killnet en lui-même. Vous avez des groupes comme NoName. NoName qui, alors le nom, ça vous dit rien, bon, sans jeu de mots, NoName. Mais par contre, vous avez certainement entendu parler de l'attaque qu'il y a eu sur le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, attaque, ça a juste immobilisé un petit peu l'accès au Sénat et à l'Assemblée nationale. Bon, j'avoue que si pendant 24 heures, j'y ai pas accès, voilà, c'est pas la fin du monde. Mais par contre, médiatiquement, c'est très fort, quoi. On attaque vraiment un pouvoir du pays. Donc, on va voir une augmentation prévue des activités cybercriminelles, dont l'activisme. Alors, essentiellement lié à des conflits. Donc, là, on voit Israël et Hamas. On voit ce qui a déjà commencé entre l'Ukraine et la Russie. Et j'aurais presque pu le mettre entre parenthèses parce que ça se dessine. On espère juste que ça ira pas jusqu'au bout. Mais un conflit potentiel entre Taïwan et la Chine. Alors, ces groupes, des fois, sont là juste pour masquer d'autres activités. Il y a des groupes russes et des groupes iraniens notamment qui utilisent des faux fronts activistes pour masquer réellement leur activité. Donc, ce sont des choses qui sont sponsorisées par l'État, donc avec des sophistications de plus en plus importantes, avec donc des moyens financiers qui sont derrière. Donc voilà, on a quelque chose qui commence à prendre forme. Et on voit surtout une sorte de flou entre l'activisme et le mercantilisme.
l'activisme était censé être prédominé par une motivation politique la plupart du temps, et de plus en plus fréquemment maintenant, ça va être là surtout pour récupérer de l'argent, pour financer d'autres activités. Quand on parle d'activisme, on ne peut pas ne pas parler de l'Afrique. La manipulation des données et la guerre de l'information, c'est quand même maintenant quelque chose qui est courant depuis quelque temps. L'Afrique, pour moi, elle est coupée en deux, où elle s'est vendue à deux groupes. La Chine d'un côté, pour la partie plutôt technique, et la Russie pour l'exploitation, sa défense, etc. Et ces deux pays qui maîtrisent très bien la propagande, la guerre de l'information, vont plutôt soutenir des régimes autoritaires, des régimes totalitaires, qui vont contrôler l'information, puisque la propagande, elle, va être plus facile. Voilà, à peu près ce qu'on peut en dire sur l'Afrique. Bon, on a tous vu les exemples de toute la bande sahélo-saharienne où la France, elle se fait jeter de toutes parts avec une propagande russe derrière qui pousse le continent africain à remettre, les forces françaises à l'extérieur. Alors, ce qui est assez rigolo, si vous prenez, enfin rigolo en façon de parler, si vous prenez la République centrafricaine, ils sont en train actuellement de se tourner vers les États-Unis pour assurer leur sécurité. C'est très drôle, sachant qu'ils ont chassé les Français, ils ont fait venir Wagner et leurs frères d'armes russes et leurs copains russes, et maintenant ils se tournent vers les États-Unis. Donc voilà, on a trouvé ça assez amusant. Les deux derniers points que je voulais aborder, le quantique. Alors le quantique, on pense qu'il sera opérationnel vraiment entre 2030 et 2040, donc voilà, il faut prévoir un horizon à 10-15 ans. Il va rendre vulnérable potentiellement les données sensibles, puisque la possibilité du quantique sera de faire des opérations de factorisation plus puissantes, donc de casser par exemple du RSA. On assiste déjà à des vols d'informations chiffrés, stockés pour plus tard. Pour l'instant, on le garde, on ne sait pas le casser, mais peut-être qu'on pourra le lire. Alors, ok, ce sera opérationnel dans 15 ans, 20 ans, oui, et alors, si vous interceptez un programme d'armement, vous interceptez des plans, des informations chiffrées concernant un nouveau système d'armes, un drone, un char, un porte-avions. Ces systèmes-là seront en place dans 15, 20, 30 ans. Donc les intercepter maintenant pour les casser dans 15 ans, ça reste rentable. Donc voilà, on assiste un peu à ce genre de choses dans les leaks, dans les flux d'informations. Chacun il va un petit peu de sa philosophie, de sa manière d'agir. On voit que la France a quelque chose d'assez différent des États-Unis. En France, on va surtout empiler les couches. On va rajouter des protocoles de chiffrement les uns au-dessus des autres pour que, malgré ça, le chiffrement post-quantique, enfin, ou l'intelligence quantique, ne puisse pas casser le chiffrement et pénétrer le système. Les Américains, eux, font les choses un peu différemment. Eux, ils s'embarquent directement dans une nouvelle norme de nouveaux algorithmes qu'on appelle le CNAS 2.0 et qui doit être opérationnel pour 2035. Donc on voit qu'on est dans la fourchette 2030-2040. Et à partir de 2025, les premiers logiciels doivent être signés avec le nouvel algorithme post-quantique. Alors les choses pourraient changer parce que le NIST a décidé d'en faire une norme de ce CNAS 2.0. Et s'il est normé, il est fort probable que ça ouvre la voie, ça amène d'autres pays à adopter ce type de norme. Donc, c'est une réflexion qui n'engage que moi, mais est-ce qu'on peut opposer l'IA et le quantique? Est-ce que la capacité de calcul d'une intelligence artificielle pourrait aller contrer le quantique, ou au contraire, est-ce qu'un chiffrement post-quantique sera suffisamment résilient face à une intelligence artificielle encore plus dopée ou développée? Voilà, c'est une question en l'air. C'est pas quelque chose qui se passera en 2024, c'est sûr, mais voilà, ça mérite d'être posé. Je vais terminer par ce que j'ai appelé les signaux faibles. Alors, les signaux faibles, depuis quelque temps, on voit des attaques sur les distributions d'eau en Irlande, en Pennsylvanie. En Pennsylvanie, c'était fait par l'Iran. On voit des perturbations sur la distribution de carburant. Là encore, ça se passe en Iran, mais c'est fait par les Israéliens.
Non, pardon, oui, oui, c'est ça. Ça se passe en Iran, mais c'est fait par les Israéliens. Les perturbations sur le réseau électrique, là, ça se passe en Ukraine et c'est fait par la Russie. Alors, ils n'en sont pas à leur coup d'essai, hein, puisque en 2017, avec le ransomware NotPetya, ils se sont déjà attaqués à ce genre à ce genre de distribution. On voit encore une attaque sur la distribution de gaz au Canada, qui est elle aussi réalisée par la Russie. Donc, ça fait quand même beaucoup d'attaques similaires en un semestre. Donc, je pense que c'est quelque chose à surveiller. C'est ce que j'appelais les signaux faibles. À mon avis, nous irons sur une recrudescence de ce genre de choses, soit par activisme, soit simplement pour bloquer un pays. Il y a eu un usage de ça fait en 2007 en Géorgie. Par la Russie, hein, qui a verrouillé, qui a fait tomber les institutions, qui les a bloquées, etc. Et il a attendu que le gouvernement et que le pays implose. Et enfin, deuxième signal faible qu'il faudra, à mon avis, surveiller, c'est Taïwan. C'est Taïwan avec des signes avant-coureurs. C'est un petit peu, vous savez, comme quand on analyse l'eau des égouts pour savoir s'il y a des signes du Covid qui traînent. Voilà, c'est un petit peu ça. Dans l'arsenal des attaques, des armes d'attaque des différents pays, il y a bien sûr la composante cybernétique. Pour ça, j'aime pas quand on parle de cyberguerre, parce que pour moi, cyberguerre, ça n'existe pas. On a juste une composante cyber qui va appuyer une composante tactique sur le terrain. Et du coup, dans l'arsenal dont disposent beaucoup de pays, on a des wipers, donc des virus qui sont des malwares qui sont là pour détruire une information, un système d'information, etc. Et le but est de paralyser l'adversaire et le désorganiser. On en a eu un exemple assez concret, hein, puisque 6 types de wipers ont été développés en Ukraine, juste à la veille de l'attaque. Et il est possible, alors il faut rester très prudent là-dessus, mais juste avant le 7 octobre, il est possible que les Palestiniens aient lancé des wipers sur Israël pour les aveugler. Donc, lorsqu'on va commencer à voir les wipers, alors on ne va pas forcément les voir en activité, mais il est très probable qu'on voit un prépositionnement de ce type de malware, de menace, et ce sera un signal avant-coureur de quelque chose qui va se déclencher. En conclusion, donc, je vous ai fait quelques thématiques et un petit peu, comme l'a fait Jamal, je pense qu'il y a cinq axes, 5 thèmes, 5 choses à vérifier. Ça va être l'activité accrue du ransomware qui vont cibler les entreprises publiques. Les signaux faibles dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a un papier qui arrive de la NSA, il me semble que j'ai lu la semaine dernière ou il y a 2 ou 3 jours, qui parle déjà de ce genre de choses. Donc voilà, j'ai peut-être vu pas si loin que ça. Le détournement de l'intelligence artificielle, alors soit avec sa militarisation, soit avec son détournement plus mafieux, plus criminel, les villes intelligentes avec la supply chain, hein, l'identité numérique de tout citoyen, alors non seulement nationaux, mais citoyens européens, puisque la carte d'identité numérique européenne est en train d'arriver. Et donc, voilà, et j'en reste là. Donc, l'identité numérique sera dans la ligne d'attaque, la ligne de mire des attaquants. Voilà, je suis à peu près dans les temps. Du coup, Shafik, je te rends la parole. Merci beaucoup, Pierre, pour cette excellente présentation et effectivement pour tous les sujets que tu as abordés. Maintenant, donc, on passe, voilà, on a 10 petites minutes de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions. Alors, j'ai la possibilité également de faire activer les micros. Donc, si vous levez la main, je peux activer les micros si vous voulez interagir. Ou sinon, vous posez vos questions directement dans la partie questions-réponses. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent réagir, compléter ou voilà, ou poser des questions par rapport à ce que nos 2 experts ont présenté? Pas de questions.
pour l'instant. Moi, j'en ai une, je vais en parler un peu tout à l'heure, Jamal, par rapport aux directives NIS 2. Donc, sur des gens qui m'ont posé la question en fait sur l'impact pour les organisations qui sont situées en Afrique, qui sont situées dans l'océan Indien, mais pas forcément voilà, côté plutôt Madagascar, Comores, Maurice notamment, qui travaillent avec des entités européennes. Quel est l'impact de cette directive pour ces entités? Comme je te l'avais dit, NIS 2 va s'appliquer. C'est une directive extraterritoriale, donc elle va s'appliquer. Et pour le moment, honnêtement, on ne sait pas comment tout ça va être mis en œuvre, mais tout ce que je sais, ce que je pense, c'est que si on regarde le guide d'hygiène de l'ANSSI avec ses 40 règles, ou 42 règles, parce que le 41e et le 42e, ce n'est pas vraiment des mesures, eh ben, ils ont été regroupés dans NIS 2 sur 10 grandes règles. Vous voyez? Donc, l'extraterritorialité, elle est applicable dans la directive. Donc, il n'y a plus de conditions physiques, même s'ils sont ailleurs, ils sont soumis à NIS 2. Okay? D'accord. Et si nous regardons les obligations, vraiment les obligations, moi je le vois comme les bonnes pratiques du guide d'hygiène, mais là, ils deviennent des obligations et pas des bonnes pratiques. Tu vois? Ils vont être impactés par les politiques relatives à la gestion des risques. Ils vont être impactés par la gestion des incidents obligatoires. Ils vont être impactés par la gestion de la continuité obligatoire, par la sécurité de chaîne d'approvisionnement obligatoire, par des politiques pour évaluer l'efficacité de leur gestion de risques obligatoires, par des politiques de procédure sur tout ce qui est cryptographie obligatoire, par l'authentification obligatoire. Ça regroupe à peu Et près les 40 règles du guide d'hygiène. Okay? d'accord. Mm. Donc, pour ces organisations, donc, les conseils que tu donnerais, ça serait donc d'aller justement aller récupérer le guide de l'hygiène de l'ANSSI et de Cela ne commencer suffit déjà. pas. Oui, Ouais, ils peuvent commencer par ça. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit d'accord. pas, mais ils peuvent commencer par ça parce que si on regarde les obligations, les 10 obligations, on voit que le guide d'hygiène l'ANSSI répond en partie. Répond en partie. Ok? Ok. Mm. Marina avait une question. Est-ce que c'est pas mieux que tu puisses. Attends, je vais juste te trouver dans la liste. Tu puisses peut-être l'exprimer. Marina, est-ce que tu peux activer ton micro? C'est plus simple. Oui, bonjour. En fait, bon, c'est vrai que j'ai pris le webinaire un peu en retard, mais je voulais savoir quelle est la place en fait de la gouvernance cyber dans toutes ces questions-là. En fait, je suppose que elle doit être en amont, mais dans vos j'ai bien compris, j'ai entendu dire, hein, parce que j'ai pris en cours, j'ai entendu dire que la gouvernance était du volontariat. Donc, je n'ai pas bien compris, en fait, pourquoi vous le mettiez dans cette case de volontariat, en fait. Quand je pense que la gouvernance vient en amont, donc c'est toute la partie procédure et autres, je ne comprenais pas, en fait. Je vais vous expliquer. En fait, quand je Mhm, dis c'est du volontariat, c'est-à-dire mhm, beaucoup de directions et des mhm. entités, entre guillemets, ils s'en fichent de la gouvernance. D'accord. Ils ne font pas de l'analyse de risque. Ils ne mettent pas des politiques de sécurité. Ils ne mettent pas des objectifs de sécurité. Ils ne font pas des traitements de risque. Vous voyez? Par contre, Ok. lorsqu'il y a une exigence de, ou par le RGPD, ou par n'importe quelle autre réglementation, c'est pas toi qui décides, tu es obligé de le faire. C'est ça ce que je voulais dire par volontariat. Okay? Tout à fait. Si on va mettre en place une certification ISO 27001, je peux vous assurer, Mhm. que s'il n'y a pas une exigence contractuelle, personne ne va le mettre en place. Personne ne va Exactement. penser à implémenter un ISO 27001 s'il n'est pas exigé par un contrat.
Et c'est ça, c'est-à-dire, lorsque je dis volontariat, Mhm. c'est-à-dire, Mm. on n'a pas vraiment une grande volonté de mettre tout ça en place. Mais lorsque la réglementation vient, elle te dit, c'est une exigence d'un régulateur ou d'un gouvernement ou autre, là, tu es obligé de le Mhm. mettre en place. C'est ça ce que j'ai voulu dire par volontaire. Tout à fait. Ok. J'ai Mm. compris. Mais dans Mm. nos pays, par exemple en Afrique, où nos États n'ont pas mis en place de politique concernant la cybersécurité, qu'est-ce que nous devons faire? Je crois on doit procéder par micro, en fait. C'est-à-dire conseiller ou recommander aux entreprises de mettre en place une gouvernance en attendant que les pays mettent eux-mêmes mettent des politiques, en fait, ou une Oui. réglementation. Ce que je pense, Oui. le plus efficace, c'est de démontrer à la direction, au conseil d'administration ou à un État Mhm. que si on ne réagit pas, on va perdre beaucoup de la valeur. C'est ça le plus important. Mhm. Il faut démontrer que l'investissement dans tout ce qui est organisationnel, dans tout ce qui est gouvernance, est minime par rapport à ce qu'il nous apporte en termes de protection des actifs. Je pense que si nous Mhm. commençons comme ça, c'est une bonne chose, sachant qu'en Afrique, les choses bougent. Hein. En Afrique, les choses bougent comme il se doit. Hein. C'est Ouais. pas encore mature, même c'est pas Oui. encore pris toujours au sérieux parce qu'il n'y a pas des sanctions. Et je pense que lorsqu'on a de plus en plus de sanctions, les choses vont bouger d'une manière beaucoup plus rapide. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci Jamal, Mm. merci Maïna pour la question. Il y avait alors SG, Il y avait une main levée, ouais, il y a un instant. ouais, c'était SG, j'avais activé son micro. Est-ce que vous voulez poser une question? Oui, bonsoir. Je voulais juste rajouter. Est-ce que vous pouvez comme vous vous- présenter, s'il vous plaît? Pardon, j'oublie à chaque fois de demander. Oui, bonjour. Bonsoir, je suis Saïda Guéguin. Je voulais juste rajouter que certaines professions ont une obligation légale et réglementaire déjà de mettre en place des procédures et ensuite sont soumises au contrôle interne et à la compliance. Donc, je ne dirais pas que c'est optionnel. Voilà. Bien C'est sûr, bien juste sûr. pour compléter votre réponse. Oui, Et bien je sûr. pense que compte tenu des différents risques qu'il y a, la partie analyse de risque englobe justement aussi les risques sur la sécurité des systèmes d'information. C'est sûr, c'est sûr. Moi, ce que j'ai dit, c'est Voilà. que si on n'a pas ces réglementations, personne ne fera rien. C'est ça ce que j'ai dit. Exactement. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais vous avez raison, parce que si on regarde liste de LPM, RGS, RGPD, DORA, tous ont une exigence d'analyse de risque. Dieu merci. Dieu merci. Parce que si nous n'analysons pas les risques, je ne sais pas comment on va sécuriser nos actifs. Voyez? Mais si on n'était pas soumis à ça, et heureusement que nous sommes soumis, là, écoutez, nous sommes soumis à ça, c'est une exigence, allez, go, on commence à homologuer nos systèmes, on commence à analyser les risques. Ça En tout rejoint cas, ce que ça vous va. avez dit. C'est Oui, oui, exactement ça ce va que vous aller de avez dit. plus en plus vers ces process, puisque de plus en plus d'entreprises prennent conscience des risques de C'est ça. cyberattaques et de cybersécurité. C'est exactement ça. Exactement Et ça. ça va dans le sens de l'histoire, on va dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci. Merci beaucoup, SG. J'ai une question à la Pierre là, Oui. par rapport aux Jeux, les événements majeurs prévus en 2024, tels que les Jeux Olympiques de Paris, comment ils peuvent influencer justement le paysage des menaces cybernétiques, on va dire, dans l'océan Indien. C'est voilà, on se dit voilà, effectivement, on est loin de tout ça. Comment les Jeux ou d'autres événements qui sont, on va dire, lointains peuvent influencer le paysage des menaces cybernétiques dans notre zone. Eh bien, si je vous coupe les retransmissions, vous en pensez quoi? Voilà, en fait, alors, Ouais. pour moi, l'influence des jeux, elle va d'abord être géopolitique.
en fonction des acteurs qui vont être, des sportifs qui vont être invités, ça aura un impact. Est-ce qu'on va faire venir des Russes? Est-ce qu'on va faire venir des Ukrainiens? Est-ce que les Israéliens seront là? Donc forcément, en fonction d'eux, il y aura une contre-attaque cybernétique de l'autre côté. Et dans l'océan Indien ou dans le monde, en fait, on va trouver des répercussions, simplement parce que certains auront peut-être n'auront plus de retransmission. Peut-être que certains des îles ont réservé déjà un billet d'avion, une chambre d'hôtel, etc. Alors que derrière, il n'y aura rien parce que c'est une arnaque, c'est un surbooking. Donc, il y aura des dommages collatéraux. À mon avis, il y aura des impacts où que l'on soit dans le monde, parce que comme les JO sont internationaux, cet impact arrivera. D'accord. Super, merci beaucoup pour la Et je voulais te réponse. remercier aussi, effectivement, dans ma présentation, j'ai parlé d'infogérance. Oui, c'était bien ingérence. J'ai 2 lettres de trop dans mon diaporama. Ok, non, pas de souci, on a très très bien compris. Est-ce que je regarde s'il y a, parce qu'on arrive au terme est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat, d'autres réactions? Ah, il y a Nicolas, très bien. Alors Nicolas, je vais te donner la main. Nicolas, donc hop, je te cherche, voilà. Et tu as encore Une question. et qui lève la main encore, et elle veut pas s'arrêter, je crois. Oui, c'est Attends, Saïda. oui, Saïda. Attends. Je Oui. voulais juste compléter la réponse de Pierre. Vous savez très bien qu'au niveau de l'océan Indien, notamment au niveau de la Réunion particulièrement, que pratiquement tous les sièges sociaux des grandes sociétés sont à Paris ou en France métropolitaine. Oui. Donc, s'il y a un couac au niveau de leur système de sécurité d'information, forcément, nous risquons d'être bloqués ici aussi. Oui, très bien, tout à fait. Tout ce qui est logistique, en tout cas, nous, on est dans le système français. Donc, s'il y a une des entités qui est bloquée, nous serons forcément impactés. Alors, il n'y aura pas forcément que le blocage, mais imaginez simplement une intrusion, une fuite d'informations. Si vous êtes succursale d'une grosse entreprise, alors même sans être bloqué, vous serez impacté de cette manière, avec une fuite d'informations, avec tout ce qu'on peut imaginer derrière, hein. Ça peut être du ransomware, ça peut être du chantage, ça peut être de la revente. Voilà, c'est pas les jeux qui manquent, hein. Oui, oui. Ok. Non, mais vous avez tout à fait raison, tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Nicolas, tu peux activer ton micro, logiquement, Nicolas. Nicolas, est-ce que tu arrives à activer? Ouais, micro, tu peux activer. Tu voulais poser une question, normalement. Logiquement, tu peux activer ton micro. Je t'ai autorisé. Ah, pas actif. Pas actif. Sinon, bizarre. Donc, tu peux poser la question dans le chat, sinon, en attendant. Et je t'ai donné les droits pourtant. Je vais désactiver, je réactive. Autoriser le micro. Non, toujours pas de possibilité. Peut-être son micro qui n'est pas actif. Ouais, c'est possible. Si tu peux poser la question dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Moi, j'avais une question, mais pour Jamal. J'en profite maintenant qu'il est là. Oui. Jamal, tout à l'heure, tu parlais donc de réglementation, de directives qui va imposer un certain nombre de contraintes, de régulations, etc. Est-ce que ça peut rentrer dans le cadre d'une assurance cyber? Est-ce qu'un assureur va pouvoir exiger que tu aies... Alors, je ne sais pas d'ailleurs si ça existe. Est-ce qu'on aura un label NIS 2? Est-ce qu'on pourra dire, OK, je suis certifié, je suis compliant, et du coup, est-ce que ça peut rentrer dans un critère de cyberassurance ou d'assurance cyber? Le label, c'est trop tôt d'en parler, parce que même pour le RGPD, on n'en a pas encore. Et le RGPD, tu sais bien qu'il a été mis en application il y a maintenant 5 ans. C'est 2018. Pour les assureurs,
Ça ne m'étonne pas, vu mes expériences, mes mauvaises expériences avec les assureurs, ça ne m'étonne pas qu'ils peuvent exiger, si demain il y a ce type de label, c'est label. Les assureurs, lorsque tu bosses avec eux, tu te rends compte que leur exigence fait en sorte que j'ai plus besoin d'eux. C'est-à-dire Ouais. tellement ils Ouais. t'exigent des mesures que tu te dis pourquoi j'aurais besoin d'eux. Ça, d'une part. Et lorsque vraiment on a besoin d'eux, et j'ai eu le cas avec un client à Lille, lorsqu'on a eu besoin d'eux, c'est un client à service essentiel, ils ont dit non, 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 on peut pas, ça couvre pas, ce contrat ne peut pas vous couvrir parce que bon, le client il était touché par un APT, et ben c'est un acte de guerre et tout acte de guerre n'est pas assuré. C'est juste pour te dire que moi personnellement, aujourd'hui, je ne crois pas en assurance cyber. D'accord. Merci. J'ai une question encore, Jamal, sur cette fois pas le guide de l'hygiène, c'est on me demande si justement le fait d'être certifié ISO 27001-2022, est-ce que justement ça me permet d'être quasiment conforme à la directive NIS 2? Non, c'est une super bonne chose qui est faite, mais ça ne suffit pas. Non, on ne va pas. Une certification ISO 27001-2022, elle répond à une grande partie de NIS 2, mais pas à tout NIS 2. Sinon, on avait, au lieu de mettre NIS 2, on va exiger la 27001. Okay? Mais c'est un accélérateur de NIS 2. La 27001, ce n'est pas seulement un accélérateur de NIS 2, hein, c'est un accélérateur de réponse sur pas mal de réglementations liées à la cybersécurité. Mais cela ne suffit pas, il faut regarder le complément. Donc, un audit se fait sur ce qui a été fait, ce qui est répondu. Il faut regarder aussi vos propres exigences. Dans la déclaration d'applicabilité, il n'y a pas que les 93 mesures que vous avez sélectionnées. On regarde aussi vos propres critères, on audite et on regarde les écarts par rapport à NIS 2. Hein? Donc, c'est une très bonne chose. Ça fait une bonne réponse à NIS 2, mais cela ne suffit pas. D'accord. J'ai vu Nicolas qui s'est déconnecté et reconnecté. Je t'ai redonné la main, mais j'ai l'impression que... Ah si, Oui, c'est bon, ça est-ce fonctionne? que- Ça parle oui, derrière. oui, voilà. Ok. On Si tu peux te redémarre, présenter, et Nicolas, ça pour ceux qui fonctionne. ne te Oui, connaissent donc pas. Nicolas Defay. Alors, je suis enseignant en informatique, en développement et un petit peu en cybersécurité. Alors déjà, je tenais vraiment à remercier les deux intervenants pour la qualité de leurs interventions. C'était très intéressant. Et je vais revenir sur ce que disait Jamal Saad sur le premier défi sur l'humain, et notamment le besoin en compétences qui est important, les formations adaptées. Donc ça, c'est un point. Alors moi, je suis très inquiet quand je vois en fait une grande majorité d'étudiants, et l'idée c'était d'avoir votre avis sur la question, éventuellement des conseils. Quand je vois par exemple que le premier réflexe, ça va être de demander à ChatGPT de répondre à une question quand on va avoir un TP, que par exemple on est en train de traiter, je prends un exemple qui m'est apparu, où c'était sur une faille de type injection SQL, et j'ai des réponses en fait qui sont fournies par ChatGPT, hein, que les étudiants vont trouver sur le web, qui prennent même pas le temps en fait de comprendre la question. C'est du hors contexte, et en fait je suis assez inquiet parce que finalement je pense que la mesure elle n'est pas prise par un grand nombre d'acteurs, y compris la plupart des enseignants, donc la plupart des étudiants, pardon. Quel conseil vous pourriez donner pour essayer d'avoir finalement un discours qui soit le plus percutant possible, qui est vraiment une prise de conscience? Je ne sais pas si je m'exprime suffisamment bien, mais je suis un peu inquiet en fait face à tous ces enjeux-là et au public qu'on a. Voilà. Nicolas, je partage la même inquiétude que toi, sachant que moi aussi, je suis enseignant dans quelques masters. La dernière examen que j'ai fait en examen continu cette année dans un master, j'ai tout de suite identifié ce que tu viens juste d'avancer. On voit le vocabulaire que ça vient de ChatGPT. Donc, à mon niveau, maintenant, lorsque je donne un examen, j'interdis tout ce qui est numérique, j'interdis le PC. Avant, je l'autorise, après, je l'interdis. Bien sûr, ce n'est pas une solution. Mais je n'ai pas de solution. Hein. Je suis si inquiet que toi, Nicolas. Donc, je n'ai pas de solution. Ouais. En fait, il y a une action de correction et une action corrective. L'action de correction directe, je vous interdis le PC.
l'action corrective, peut-être, elle va venir avec un règlement interne à l'université, une charte, peut-être une exigence réglementaire, je ne sais pas. Mais c'est une très grande inquiétude que je partage avec toi, Nicolas. Oui, c'est la mode, hein? C'est la mode d'utiliser ChatGPT. Et d'ailleurs, ils font des réponses parfois débiles. Ils croient qu'ils sont intelligents, mais ils font des réponses débiles qui n'ont rien à voir avec la réalité parce qu'ils vont faire un copy-paste, un copier-coller. C'est ça. Et moi, je suis inquiet. Ça me fait penser à, voilà, déjà, il y a quelques années, quand on parlait de lutter contre la fracture numérique, on a bien vu l'accès au web, c'est certain, c'est magnifique, c'est l'accès à la connaissance, mais la plupart des gens, finalement, n'en profitent pas et vont s'aliéner sur les réseaux sociaux, etc. Donc, on est obligé quand même de leur apprendre, je pense, à utiliser correctement ces outils-là. Mais il faut avoir un niveau d'expertise assez important pour pouvoir les exploiter à bon escient. Donc c'est un peu l'enjeu qui est difficile en tant que formateur. Oui, il faut une action collective, il faut de l'éthique, il faut des bonnes pratiques sur ces outils et il faut des sanctions aussi. Hein. Les sanctions, c'est obligatoire. Pierre, est-ce que tu veux réagir par rapport à l'inquiétude de Nicolas ? Parce qu'il y a quelque chose qui avait été fait par un professeur américain, il me semble, qui lui, par contre, il a fait son devoir qu'il a donné aux élèves entièrement avec ChatGPT, et il a dit à ses élèves, voilà, j'ai tout fait avec ChatGPT. À vous de vérifier ce qui est vrai ou pas. Et du coup, ils ont été obligés de faire l'inverse, de bannir ChatGPT et d'aller chercher. Et moi, j'ai trouvé ça très drôle, c'était très bien fait. Mais je pense que comme tout, ChatGPT, c'est un outil et il faut d'abord apprendre à s'en servir. ChatGPT, on peut le berner, alors peut-être pas forcément le 4, mais le 3, on peut le faire. Hein. Demandez-lui la différence entre un œuf de bœuf et un œuf de poule. Et la réponse était l'œuf de bœuf est plus lourd. Voilà, donc il a encore des choses à apprendre. Et voilà, et on le perd rapidement. Et le problème des assistants numériques qui vont être dopés à l'IA, dont je parlais, c'est qu'on va leur faire une confiance aveugle. On ne va même plus se donner la peine d'aller chercher autre chose. Quand on voit que l'IA est intégrée dans les moteurs de recherche, lorsque je cherche quelque chose, je vais avoir sur mon moteur de recherche un certain nombre de liens, donc je vais regarder. Bon, en général, on ne dépasse pas le bas de la première page, mais je vais avoir un certain nombre de liens, je vais pouvoir les comparer, aller fouiner un petit peu. Là, je ne vais plus me poser ce genre de questions. Je vais poser la question à ChatGPT qui me donnera une réponse, enfin à l'intelligence artificielle qui me donnera une réponse, et c'est celle-là, c'est parole d'évangile. Et oui, je pense que là, il y a un très, très gros risque. Mais il faut peut-être se lancer dans la sensibilisation, dans l'éducation de ces outils, pour en comprendre les risques et surtout en comprendre les limites. Ok, merci beaucoup Pierre pour ce complément. Je pense qu'on arrive à la fin de cette session. Donc, remercier nos deux super intervenants, donc Jamal Saad et Pierre Piveteau. Vous donnez rendez-vous. Alors, ouais, je vais partager juste rapidement mon petit écran pour les prochaines sessions. Donc, rendez-vous en 2024. On a donc déjà le mois de janvier, on a déjà 2 événements en fait planifiés. Donc juste une petite. Voilà, donc alors, je vais vous partager. Hop. Et faire ça. Et donc le 10 janvier 2024, donc à 20h de Paris. Pareil, hein, on va vous lancer un petit sondage, je pense, d'ici la fin de la semaine par rapport à l'horaire, pour essayer de trouver le bon horaire par rapport à... Voilà, nous, on est à 3 heures de décalage par rapport à la métropole. On essaie de trouver en tout cas le bon horaire. Donc, vous avez un petit formulaire, un petit sondage, n'hésitez pas à répondre. Mais en tout cas, le 10 janvier, pour l'instant, planifié à 20h par Paris. Alors, on a parlé du futur 2024 et là, on va revenir en arrière sur tout ce qui s'est passé en 2023, en tout cas les éléments importants de 2023 en matière de cyberattaque avec ce monsieur que vous connaissez tous certainement, monsieur Valérie Marchive, du MagIT, qui nous fera l'honneur, donc en partenariat, donc c'est un événement qui sera en partenariat avec le MagIT, de venir et nous faire justement, nous retracer en fait son petit map monde qu'il a l'habitude de faire sur les cyberattaques, sur en tout cas les événements majeurs qui ont eu lieu en 2023. Donc ça sera le 10 janvier.
si je me rappelle bien, le 24 janvier. Voilà, le 24 janvier, donc toujours pareil à 20 h. Le sujet n'est pas encore défini, mais ça va claquer, c'est sûr et certain, parce qu'on reçoit également un grand nom de la cyber. C'est ce monsieur que vous connaissez certainement, monsieur Yasser Khazar, CEO de Yogosha, à la plateforme de Bob Gucci, qui est aussi également ambassadeur de l'ECOI et qui a accepté de venir partager un sujet cyber avec nous le 24 janvier. Il doit nous l'envoyer dans les prochains jours et on va le communiquer, mais on va déjà communiquer pour l'événement du 10 janvier. Voilà, donc c'est les deux événements qu'on a donc, en janvier. L'idée, c'est d'avoir tous les 15 jours un webinaire avec également, donc, à partir de février, on aura aussi les after-work. Donc pour ceux qui sont un peu loin, bon, on fera la vidéo, comme ça vous pourrez, vous allez pouvoir boire aussi un petit coup avec nous. Mais on va passer également au format after work également pour que il y ait un peu plus de présentiel et qu'on ne reste pas que sur du distanciel. Voilà, donc à nouveau, vous remercier tous ceux qui ont répondu présent pour cette session et remercier à nouveau nos intervenants, notre sponsor, Forensoc et Via Romain Verriato. Et la vidéo sera disponible également donc, très rapidement sur le site internet de l'ECOI ainsi que les slides de Pierre. On va les partager également sur le site internet. Comme ça, si effectivement vous avez besoin de les réutiliser, ça sera avec plaisir. Voilà. Pour conclure, et Jamal, pour conclure cette session. Eh ben, écoute, Allez-y. je conclus en disant que tu as déjà été un de mes participants il y a 10 ans, et là, tu es devenu un des grands dans la cybersécurité. Un des défis, je vous invite vraiment à vous faire former par les formations qui présentent Shafik, parce que vraiment, d'une manière impartiale, c'est parmi les meilleurs participants que j'ai eus jusqu'à maintenant. Donc, allez vous former. Et il y a la Merci. personne qui fait l'inforensique. Aussi, en répondant à un des défis, je pense que vous pouvez faire appel à lui. Et certainement, au cas de besoin, je ferai appel à lui pour le forensoc. Ok. Voilà, donc on a Il déjà deux sera très, réponses très à heureux. quelques défis. Voilà. Merci beaucoup. Pierre? Moi, je voulais juste te remercier de nous avoir invités, de tout le travail que tu fais pour l'OCOI. Et ça a été un plaisir, Jamal, de partager ça avec toi. C'est réciproque. C'est réciproque. Et voilà, je pense qu'on a passé un bon moment et c'était vraiment très chouette. Et je vous dis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, rendez-vous l'année Ouais, prochaine, quoi. effectivement. On n'oublie pas les fêtes de fin d'année. Et Sans à que les pays. nouveau, n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre. On a besoin de force vive au sein de l'ECOI. Donc n'hésitez pas à prendre contact et à nous rejoindre. On a plein de projets qu'on voudrait mettre en place pour 2024 et pour les années à venir. Et on a besoin pour ça d'expertise dans tous les domaines, vraiment de la cyber, de la protection des données, de la continuité d'activité. Donc, merci et très bonne soirée et bonne fête tout le monde. Allez, bonne fête à vous tous. Prenez Bonne soin de fête. vous. Salut. Excellente soirée. Bye bye. Merci. Bye bye. Bonne fête. Bonne fête.